Pourquoi la tokenisation accélère-t-elle depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois? C'est la question qui va nous animer à présent dans l'écho des cryptos. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Faustine Fleuret. Bonjour Faustine Fleuret. Bonjour Nicolas. Vous êtes experte indépendante crypto et finance. Et alors on va essayer de comprendre ensemble pourquoi la tokenisation revient de plus en plus sur le devant de la scène. Je dis depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois. En tout cas, c'est ce qu'on voit médiatiquement. Mais peut-être que ça fait plus longtemps que ça existe. Peut-être on peut commencer par redéfinir très rapidement pour ceux qui nous écoutent ce qu'est la tokenisation financière et pourquoi on en parle dans un rendez-vous crypto, Faustine Fleuret. Oui, tout à fait. Alors la tokenisation, c'est très simple. C'est simplement le fait de représenter des actifs, et donc quand on parle de tokenisation financière des instruments financiers, de les représenter sur des blockchains. Et pourquoi on fait ça? C'est pour conférer à ces instruments financiers qu'on va dire tokenisés, c'est pour ça qu'on parle de tokenisation, leur conférer en fait tous les avantages d'être émis et d'être échangés sur des blockchains. On va commencer par la transparence, ce qui permet une meilleure traçabilité, une meilleure auditabilité, donc des marchés qui vont être plus facilement lisibles que peuvent l'être les marchés financiers classiques, avec des outils hyper perfectionnés du point de vue technologique pour le suivi des risques, par exemple. Tout ça basé sur la blockchain. Oui, tout à fait. L'automatisation d'un certain nombre d'opérations grâce aux smart contracts, ces petits bouts de code qui s'exécutent automatiquement quand ils sont bien précodés, donc par exemple la distribution de dividendes ou le règlement livraison. On parle de transparence, mais c'est vrai que dans le monde financier, on peut avoir besoin de confidentialité. Et donc ça, c'est tout à fait possible de pouvoir moduler un certain niveau de protection des informations tout en étant très protecteur de ces informations avec une dissémination, on va dire parcimonique de ce qui peut être peut-être sensible à divulguer, des économies de coûts. On a des études qui estiment une économie de coûts entre 30 et 70% quand on va émettre et quand on va gérer des instruments financiers sur les blockchains. Donc, derrière un concept finalement très simple, des apports très importants et beaucoup d'opportunités qui sont aujourd'hui en fait mieux compris par des acteurs. Pourquoi est-ce que la tokenisation financière accélère depuis quelques mois, Faustine Fleuret? Alors tout d'abord par une meilleure compréhension de ces opportunités, par l'ensemble des acteurs qui vont être concernés, que ce soit les acteurs traditionnels, les acteurs financiers classiques, mais aussi les pouvoirs publics et même les banques centrales. Donc une meilleure compréhension avec des projets, des expérimentations, on en parlera plus tard, qui en fait montrent tout à fait leur intérêt. On a aussi une pression concurrentielle importante, notamment parce que tant les banques centrales, tant les acteurs financiers classiques comprennent qu'il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, des nouvelles fintech, des nouvelles plateformes, et aussi des nouveaux types d'actifs. Je pense aux stablecoins, ces actifs qui représentent des devises et qui sont stables dans le temps. Et ça fait vraiment craindre finalement un renversement du système financier et la peur de perdre des précarés qui sont aujourd'hui ceux des acteurs institutionnels. Donc c'est une meilleure compréhension qui vient expliquer, ou il y a aussi peut-être, je sais pas, un cadre réglementaire, des startups qui arrivent sur le marché, et donc du coup ça pousse un peu tout le monde à s'y intéresser? Alors, quand on parle de réglementation, si on regarde en Europe et si on regarde aux États-Unis, c'est très différent. Et effectivement, si on regarde les opportunités comment elles sont saisies, on va voir qu'aux États-Unis, ça a été saisi beaucoup plus tôt qu'en Europe. Donc effectivement, en Europe, qu'est-ce qu'on a? On a une clarification réglementaire qui n'existait pas jusqu'à maintenant aux États-Unis et qui a permis de poser les premiers jalons de réglementation, apportant un cadre de confiance utile, notamment aux acteurs institutionnels. On a beaucoup déjà parlé de la réglementation MiCA, des marchés crypto. Il y a un volet qui concerne l'encadrement des stablecoins. Ces stablecoins qui sont un actif de règlement en fait naturel de transactions qui sont exécutées sur des blockchains. Donc ça a permis de clarifier dans quel cadre il pouvait y avoir ces émissions en Europe. On connaît un tout petit peu moins le régime pilote pour les infrastructures de marché DLT, qui est entré en application beaucoup plus tôt que MiCA en Europe et qui pour le coup met en place une zone d'expérimentation avec des exemptions à la réglementation financière traditionnelle. Je pense à MIF2, je pense à SDSDR, pour permettre de bénéficier de ces opportunités technologiques parce que c'était pas possible dans le cadre Et là on est en existant. plein dedans d'ailleurs dans le régime pilote. Tout à fait, tout à fait. Quand on parle de transactions, de négociations sur des instruments financiers, quand on parle de régler et livrer sur des opérations financières, on est en plein dans ce régime pilote. Donc ça c'était en Europe. Ça c'est en Europe, et alors ce qu'il faut bien
bien comprendre, c'est que si on parle de tokenisation, c'est parce qu'il y a un cadre clair sur les stablecoins. Il n'y a pas de tokenisation sans cadre clair sur les stablecoins, si je comprends bien. Alors, parce que les stablecoins sont un actif de règlement, en fait, logique si on veut vraiment que toute la chaîne de transaction soit sur les blockchains. D'accord. Parce que sinon, ce serait pas aussi opérant et ce serait pas si intéressant. Les stablecoins, c'est un des actifs règlements, on va dire, les plus naturels. Il y a aussi les monnaies numériques de banque centrale, mais contrairement aux stablecoins, ce ne sont pas des monnaies qui existent, d'une part, aujourd'hui, alors que les stablecoins, il y en a déjà qui sont émis, beaucoup de stablecoins dollars. Et les monnaies numériques de banque centrale ne sont pas forcément émises sur des blockchains. Il y a des choix technologiques qui doivent encore être faits par la plupart des banques centrales et par exemple la Banque centrale européenne. Alors ça c'est côté Europe, mais aux États-Unis, on a vu aussi les choses bouger un petit peu. D'ailleurs, on voit pas mal de grands noms américains se mettre à la tokenisation, Faustine. Oui, tout à fait, parce que depuis, je dirais, le début de l'année, il y a une volonté de rétablir plus de clarté, plus de lisibilité, là où aux États-Unis, il n'y avait pas eu tous ces travaux réglementaires, donc on nageait un peu dans un univers très instable et c'était très inconfortable. En janvier, il y a eu un premier décret publié aux États-Unis qui, sans parler de tokenisation, on va dire, aménage des conditions favorables parce que promeut l'utilisation des blockchains publiques, promeut l'émission de stablecoins dollars et d'ailleurs interdit l'émission d'un dollar de la Fed parce que les stablecoins privés sont très bons pour ça. Et très récemment, au Sénat a été adopté le Genius Act qui est cette première brique réglementaire qui concerne là aussi les stablecoins et qui est celle, on va dire, souvent la plus attendue par rapport aux opportunités des stablecoins, mais aussi les craintes que font poser les stablecoins sur, par exemple, la souveraineté monétaire, la stabilité monétaire, qui ne sont pas forcément des craintes fondées, mais qui sont celles qui freinent aujourd'hui l'adoption et la promotion par les banques centrales et les pouvoirs publics notamment. Qui sont les grands acteurs qui se sont saisis du sujet? Est-ce qu'on a des grands noms de la finance traditionnelle? Je pense à des grands fonds d'investissement qui font des expérimentations en tokenisation aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, dans la gestion d'actifs, si on commence par là, effectivement, vous avez des acteurs comme BlackRock ou comme Franklin Templeton qui ont déjà tokenisé des fonds sur des blockchains publiques. Mais alors ça, c'est des grands noms aux États-Unis, mais si on prend en France, on a un acteur qui s'appelle Spaico, qui a été le premier acteur européen à créer, à émettre des fonds monétaires tokenisés. Donc la gestion d'actifs, c'est effectivement un univers assez logique dans lequel la tokenisation a été expérimentée. Vous avez aussi les obligations, le marché des obligations et même l'obligataire souverain. On peut noter des expérimentations de la Banque de France, de la Banque mondiale, de la Bundesbank, enfin beaucoup de banques centrales qui finalement essayent, en émettant des obligations tokenisées, de comprendre les opportunités d'un règlement dans des actifs de règlement tokenisés aussi, donc plutôt des monnaies numériques de banque centrale. À ce sujet, on a la BCE qui a en février annoncé qu'elle allait davantage travailler sur une monnaie, un euro numérique qui va servir à régler les transactions financières faites sur des blockchains. Sur les marchés de l'immobilier aussi, vous allez avoir des projets comme Realty, comme Bricken. Sur le financement des entreprises, vous avez des très beaux projets en France, je pense à Dogo, je pense à Lise, parce qu'ils vont permettre un marché plus liquide, parce qu'ils vont faciliter l'accès à ces financements, vont faciliter par exemple des PME, des petites entreprises qui n'ont pas accès à des canaux classiques, de se financer grâce au blockchain. Et plus récemment, je pense à Deutsche Bank qui veut émettre son stablecoin et des dépôts tokenisés. Je pense à Kraken qui va mettre en place acteurs qui se lance sur le marché et sur les actions. Merci beaucoup Faustine Floret de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes experte indépendante crypto et finance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.